Salut tout le monde. Ce soir, nous allons plonger dans les entrailles un peu humides et franchement pas très parfumées des villes médiévales d'Europe. Imaginez des ruelles pavées, pas très droites, avec de la boue jusqu'aux chevilles et une odeur persistante qui mêle pain chaud, fumée de cheminée. Et disons-le franchement, un parfum assez franc d'égout à ciel ouvert. Vous arrivez là, au milieu de ce chaos, où la misère se mêle aux promesses, et parmi ces promesses, il y a celles qui s'affichent discrètement sur des enseignes peintes, représentant des pommes rouges, des fleurs ouvertes ou des bottes mystérieusement hautes. Des symboles que les habitants savent déchiffrer, même s'ils prétendent ne rien voir. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi en commentaire où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Je lis vos messages, même tard dans la nuit. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous déambulez dans la ville comme si vous y étiez. L'air est saturé d'humidité et d'odeurs contradictoires. Cire d'abeille, viande rôtie, boue, crottin et quelque chose d'indéfinissable que vous préféreriez ne pas nommer. Les ruelles sont étroites, tellement que deux charrettes ne peuvent pas se croiser. Les façades penchent, les poutres grincent, et chaque pas soulève une fine poussière qui vous colle à la gorge. Dans cette ville, comme dans la plupart des grandes cités d'Europe médiévale, Paris, Florence, Prague ou Bruges, la vie nocturne est loin d'être silencieuse. Les tavernes restent ouvertes tard, les rires gras éclatent dans les ruelles et les ombres se glissent d'une porte à l'autre. Et là, vous les voyez. Ces maisons discrètes, souvent situées près des quartiers marchands ou des quais. Pas de néon, évidemment, mais des signes codés. Une lanterne rouge, un rideau brodé, parfois même une simple botte suspendue à une poutre. Ce sont les premiers indices de la prostitution organisée, tolérée mais jamais vraiment assumée. Dans les archives municipales, on trouve des listes entières de « femmes de mauvaise vie » assignées à ces lieux précis. Le contraste est saisissant. La cathédrale domine la place principale. Les cloches rythment la journée. Et à 2 rues de là, d'autres rythmes, moins sains, s'inventent derrière des portes closes. Vous vous arrêtez, intrigué. Mais ne vous imaginez pas que ces maisons étaient remplies de soie et de velours. En réalité, la plupart ressemblaient davantage à des auberges fatiguées, avec des matelas bourrés de paille, des draps rarement lavés et des bougies qui coulaient directement sur les tables. Les chroniqueurs de l'époque parlent même de punaises grosses comme des lentilles. Charmant, non? Et pourtant, ces lieux représentaient souvent une chance, une échappatoire pour celles qui n'avaient nulle part où aller. Les jeunes filles sans dot, les veuves, les paysannes montées en ville après de mauvaises récoltes, toutes trouvaient là un moyen, certes dangereux, de survivre. L'ironie, c'est que la ville tirait profit de cette activité tout en la condamnant. Dans beaucoup de cités, les autorités imposaient des taxes spécifiques aux prostituées censées financer, tenez-vous bien, des œuvres de charité. Autrement dit, votre argent pouvait finir dans les caisses d'un couvent qui prêchait, en même temps, la pureté absolue. Certains documents suggèrent même que certaines maisons closes appartenaient à des notables, voire à des institutions religieuses. Mais chut, ça, personne ne le criait sur les toits. Et puis il y avait la concurrence. Dans les grandes villes, plusieurs zones étaient assignées. Certains quartiers réservés aux maisons officielles sous licence, d'autres tolérant les indépendantes, et quelques ruelles où tout était interdit, sauf que tout le monde savait ce qui s'y passait. Cette complexité administrative a laissé des traces dans les archives. Cartes, registres, amendes. On peut suivre le fil d'une même prostituée qui, en une décennie, change 3 fois de nom, 5 fois de rue et 2 fois de métier, avant de revenir là où elle avait commencé. Une vie précaire, suspendue au bon vouloir des autorités et des clients. Parfois, les tensions montaient. Imaginez les habitants du quartier protestant contre le bruit, l'odeur
ou la fréquentation jugée indésirable. Les échevins tentaient alors des compromis étranges, déplacer un bordel d'une rue à l'autre, imposer des horaires d'ouverture ou interdire l'entrée des clercs et étudiants. Spoiler, ça n'a jamais vraiment marché. Les récits de bagarres nocturnes abondent, et certains finissaient mal. Une chronique anglaise du XIVe siècle raconte qu'une dispute entre un étudiant ivre et une prostituée a provoqué une émeute de 3 jours. Oui, 3 jours entiers pour une querelle de factures impayées. Ce qui frappe le plus, quand on lit ces témoignages, c'est la coexistence des mondes. Les maisons closes étaient à 2 pas des échoppes des boulangers, des tavernes, des forges. Rien n'était caché, mais rien n'était vraiment visible non plus. Une hypocrisie assumée, ou peut-être simplement une acceptation collective. La ville avait besoin de ces lieux, mais préférait ne pas trop en parler. Comme une ombre portée qui faisait partie intégrante du paysage. Et ce n'était que la surface. Derrière les façades, il y avait des histoires bien plus intimes, des alliances secrètes, des vies écourtées, des corps fatigués, des existences suspendues entre 2 mondes, celui des promesses et celui des dangers permanents. Et vous êtes là, au milieu de cette ruelle, à écouter les bruits derrière les murs, à sentir les odeurs mêlées de cire, de vin et de sueur. La nuit s'épaissit, le vent s'engouffre dans les interstices des toits, et soudain, vous réalisez, dans cet univers où chaque pierre semble raconter un secret, la liberté n'existe pas vraiment. Pas pour celles qui vivent ici, pas pour celles dont la survie dépend de ce qui se trame derrière ces portes closes. Vous avancez maintenant un peu plus loin dans les ruelles, et soudain, vous tombez nez à nez avec quelque chose de beaucoup plus intimidant que la boue ou l'odeur persistante des latrines, les lois. Dans l'Europe médiévale, tout, absolument tout, ce que vous pouvez faire de votre corps, de vos vêtements, de vos déplacements, est dicté par un mélange savant de décrets municipaux, d'ordonnances royales et de sermons d'église. Et bien sûr, si vous êtes prostituée, cette toile réglementaire devient une cage. Ce n'est pas qu'on vous interdit purement et simplement d'exercer. Non, c'est pire que ça. On vous autorise, mais sous condition. Votre vie entière est une suite de règles absurdes à mémoriser pour ne pas risquer une amende. Ou pire. À Avignon, par exemple, il est interdit aux prostituées de porter des voiles colorés. Il faut se couvrir la tête avec un foulard jaune vif, histoire que tout le monde sache qui vous êtes. À Hambourg, les archives municipales précisent même que vos chaussures doivent être plates, pour éviter que les honnêtes femmes ne soient confondues avec vous. Charmant, n'est-ce pas? Dans certaines villes, on vous assigne un quartier bien précis, parfois même une seule rue. Déplacez-vous hors des limites fixées et vous pouvez vous retrouver devant le tribunal municipal. Les registres judiciaires de Lyon parlent de femmes arrêtées parce qu'elles avaient osé vendre leurs services de l'autre côté du pont. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas seulement l'espace public qu'on réglemente, c'est aussi votre apparence. À Florence, au XVe siècle, les prostituées doivent porter un ruban vert autour du bras gauche. À Venise, un fichu blanc obligatoire. À Paris, pas de bijoux en or, pas de perles, pas de velours. Autant dire que si vous rêviez de passer inaperçu dans une foule, c'est raté. Et vous savez quoi? Ce système servait aussi à protéger les hommes de l'embarras. Comme ça, un notable ne pouvait pas, par erreur, fréquenter une prostituée et ruiner son honneur. Quelle délicate attention. L'Église, évidemment, surveille tout cela d'un œil attentif. Dans les sermons, les prostituées sont décrites comme instruments du péché, mais dans la réalité, la situation est plus nuancée. Beaucoup de maisons closes paient une dîme spéciale à la paroisse, sous prétexte de rachat spirituel. Traduction moderne, un impôt déguisé. Et les archives montrent des lettres étrangement cordiales entre abbés et tenancières de bordel, discutant de la meilleure manière de réguler la clientèle pendant le carême. Oui, c'est à ce point. Et puis il y a les sanctions. Elles varient d'une ville à l'autre, mais certaines sont franchement humiliantes. Dans le nord de l'Allemagne, une prostituée surprise hors de son quartier pouvait être contrainte de défiler nue dans les rues,
avec un collier de fer autour du cou. À Bruges, au contraire, on préférait les amandes salées. Les femmes payaient et la ville empochait. Les historiens ne sont pas d'accord sur ce point. Certains affirment que ces humiliations publiques étaient rares, réservées aux récidivistes. D'autres pensent qu'elles servaient à donner des leçons spectaculaires au reste de la population. Vous commencez à remarquer un paradoxe. D'un côté, votre existence est tolérée parce qu'elle protège les femmes mariées. Et oui, on croyait qu'en offrant des soupapes de tentation aux hommes, on préservait la vertu des épouses. Mais de l'autre, on vous désigne publiquement comme une pécheresse à éviter. Imaginez, vous payez vos impôts, vous respectez les limites de votre quartier, vous suivez le code vestimentaire, et pourtant, vous êtes toujours traité comme une intruse. Dans certaines villes, le pouvoir va même jusqu'à fixer les tarifs. Oui, les prix étaient littéralement gravés dans les registres municipaux. À Toulouse, au XIVe siècle, on peut lire noir sur parchemin que le prix ne doit excéder 2 deniers pour une prestation complète. Une somme dérisoire qui vous oblige à travailler beaucoup. Et comme si ce n'était pas assez, on vous taxe sur chaque passage. Vous comprenez vite pourquoi tant de femmes se retrouvent piégées dans un cycle sans fin d'endettement. Et c'est là qu'arrivent les véritables dilemmes. Vous n'avez pas le droit de posséder une maison dans la plupart des cités. Vos enfants sont exclus des apprentissages d'artisans respectés et votre nom est consigné dans des registres accessibles à tous. Un peu comme si votre profil Facebook restait épinglé sur le mur de la mairie, mais pour les 6 prochains siècles. Vous sentez le poids des règles, mais aussi celui du regard. Ce n'est pas seulement la loi qui vous contraint, c'est le jugement permanent des voisins, des clients, des prêtres, même des autres prostituées. Chaque geste est codé, chaque mot peut vous attirer des ennuis. Et malgré tout, vous continuez, parce que les alternatives sont pires encore, la faim, la mendicité ou l'exil. Le plus ironique, ces lois qui prétendent vous contrôler échouent régulièrement. Des archives montrent des prostituées changeant de nom, de ville ou épousant des clients pour contourner les restrictions. Certaines deviennent même tenancières. Une élévation sociale très relative, mais réelle. Et dans ces rares cas, la loi ferme curieusement les yeux. Vous quittez la ruelle réglementée, le foulard bien en évidence, la tête basse, et vous savez que quoi que vous fassiez, la ville vous a déjà étiqueté. Pas d'échappatoire. Pas encore. Vous poussez la porte d'une de ces maisons closes autorisées, et c'est comme franchir une frontière invisible. Dehors, les rues crient la misère, les charrettes grincent et le froid s'insinue dans vos os. Dedans, la lumière des bougies tremble contre les murs blanchis à la chaux et une odeur lourde de cire chaude et de vin sucré flotte dans l'air. Vous découvrez l'univers des bordels officiels du Moyen Âge, ces lieux paradoxaux où l'Église condamne le péché mais bénit la taxe, où les autorités ferment les yeux tout en tenant les registres à jour. Le décor surprend. Pas de rideaux de soie ni de meubles luxueux. La plupart des chambres ressemblent davantage à des cellules monastiques qu'à des salons de plaisir. Quelques lits étroits, couverts de paillasses, des draps rêches tachés d'ombre et de temps. Mais il y a des signes étranges d'une organisation méticuleuse. Dans le coin de la pièce principale, un clerc municipal tient un grand registre. Nom des filles, date des inspections médicales, recettes quotidiennes. Oui, tout est de noté, car la maison ferme paye une redevance fixe à la ville. Et là, un détail qui vous arrête. Juste au-dessus du comptoir, accroché au mur, un crucifix imposant. Le mélange de sacré et de charnel a de quoi perturber. Ici, rien n'est improvisé. Chaque maison, clause autorisée par les autorités, doit respecter une série de règles étonnantes. Dans certaines villes comme Toulouse ou Bruges, les tenancières, souvent d'anciennes prostituées elles-mêmes, doivent afficher les tarifs à l'entrée clairement visibles pour éviter les litiges. On ne rigole pas avec la comptabilité médiévale. Les registres municipaux conservent des pages entières listant les prix de base, parfois complétés par des suppléments pour services exceptionnels.
Vous sentez le sarcasme venir? Oui, même au XIVe siècle, l'administration adore les formulaires. Mais derrière cette façade réglementée, il y a un autre monde, bien plus instable. Les maisons officielles ne représentent qu'une partie de la réalité. Tout autour, dans les ruelles adjacentes, les prostituées indépendantes, appelées parfois femmes à la fenêtre, se battent pour attirer les clients sans payer les taxes. Ces femmes installent un simple banc sous leur fenêtre, parfois une lanterne rouge, et négocient directement avec les passants. Évidemment, cela ne plaît pas aux autorités. Les archives de Florence mentionnent plusieurs descentes organisées par les sergents municipaux pour punir l'activité clandestine. Sauf que la moitié du temps, les amendes finissent mystérieusement annulées. On se demande bien pourquoi. L'Église, fidèle à son double discours, condamne publiquement les bordels tout en tirant profit de leur existence. Dans certaines villes, des couvents voisins accueillent des prostituées repenties censées faire pénitence. Mais ces institutions reçoivent parfois des dons de la part même des tenancières qu'elles critiquent. Certains documents parlent de femmes retenues contre leur gré, obligées de travailler dans les cuisines ou les ateliers du couvent jusqu'à remboursement complet de leurs dettes envers Dieu. Et vous, dans cette maison close, vous entendez aussi les murmures. Derrière les portes closes, les filles parlent des clients réguliers, des soldats ivres, des étudiants impécunieux qui promettent monts et merveilles avant de disparaître. Une anecdote revient souvent, celle d'une maison à Avignon où un cardinal, déguisé en marchand, venait chaque semaine mais se signait religieusement avant et après chaque visite. On vous le dit, le Moyen Âge est une époque fascinante, pleine de paradoxes. Dans les grandes villes, ces maisons deviennent parfois de véritables institutions. Certaines portent des noms célèbres, la Maison des Trois Lys à Paris, la Tour des Plaisirs à Bruges ou encore la Maison Rouge à Hambourg. Ces lieux se passent de génération en génération, presque comme des entreprises familiales. Et, croyez-le ou non, certaines avaient même des contrats d'entretien avec la ville. Oui, les bordels médiévaux recevaient parfois des subventions pour rafraîchir les locaux et garantir la sécurité des visiteurs. Avouez que c'est savoureux d'ironie. Pourtant, malgré cette reconnaissance semi-officielle, la frontière entre légalité et clandestinité reste fragile. Un client trop influent, un sermon trop véhément, et une maison pouvait être fermée du jour au lendemain. Les femmes se retrouvaient alors à la rue, sans ressources, obligées de chercher refuge dans un autre quartier ou dans un autre métier quand elles le pouvaient. Ce mélange de tolérance et de répression crée une atmosphère étrange. Ici, on vous autorise à travailler, mais on vous rappelle constamment que vous êtes en marge. Chaque geste, chaque pièce de monnaie, chaque nom noté dans le registre, tout vous ramène à votre statut, toléré, mais jamais respecté. Et puis, il y a ce silence épais qui tombe parfois dans la salle commune, juste avant que la cloche de la cathédrale ne sonne l'heure de compli. Pendant un instant, vous réalisez que dehors, les chants des moines résonnent et qu'ici, les murmures continuent comme si deux mondes parallèles coexistaient à quelques mètres l'un de l'autre. Deux réalités, une même ville. Le paradoxe médiéval dans toute sa splendeur. On construit des cathédrales gigantesques pour s'élever vers le divin, et on réglemente en même temps la tarification des chambres d'étage dans les bordels municipaux. Vous commencez à comprendre pourquoi être prostituée, dans cette époque, relevait d'une danse permanente entre l'ombre et la lumière, entre le péché proclamé et l'argent encaissé. Vous quittez la chaleur des bougies et l'odeur lourde du vin pour une autre ambiance, moins rassurante, celle de l'omniprésence de l'Église. Dans l'Europe médiévale, peu importe où vous vivez, elle est partout. Ses cloches rythment vos journées, ses sermons remplissent vos dimanches, et ses jugements planent sur vos choix. Et si vous êtes prostituée, cette présence est encore plus pesante, presque étouffante. Parce que, selon la doctrine officielle, votre existence même est une contradiction vivante. Vous êtes condamnée comme pécheresse, mais vous restez utile à l'ordre social. Vous traversez une petite place
et entendez la voix d'un prieur qui tonne depuis la chaire. Il parle des dangers de la chair, des flammes de l'enfer et des vertus du renoncement. Dans son discours, les prostituées sont décrites comme instruments du démon, et on vous assure que vos péchés seront sévèrement punis. Un jour. Mais curieusement, l'Église ne vous empêche pas vraiment d'exercer. Pourquoi? Parce qu'elle y trouve son compte. Les archives révèlent que dans plusieurs villes, une partie des revenus des bordels officiels va directement aux caisses des institutions religieuses. On taxe vos actes pour financer la construction de cathédrales. Ironique, non? Et puis, il y a la question de l'absolution. Oui, parce que tout n'est pas perdu. Si vous suivez les bonnes étapes, vous pouvez racheter votre âme. Certaines villes imposent aux prostituées de se confesser une fois par mois, parfois même chaque semaine. Le rituel est codifié. Vous devez déclarer vos actes au prêtre, promettre de renoncer au péché et, bien sûr, payer une dîme symbolique. Dans certaines paroisses, les historiens notent que les queues aux confessionnaux des bordels étaient de plus longues que celles des paroissiens ordinaires. Les chroniqueurs du 15e siècle s'en amusent déjà, mais toutes ne souhaitent pas se repentir. Et c'est là que les débats commencent. Les théologiens médiévaux se déchirent sur un point. La prostitution est-elle un amal nécessaire ou un péché intolérable? Saint Augustin lui-même, plusieurs siècles plus tôt, affirmait que retirer les prostituées de la société, c'est la troubler de fond en comble. Selon lui, ces femmes canalisaient les désirs des hommes et, par un effet pervers, protégeaient la chasteté des épouses. D'autres, comme Thomas d'Aquin, soutiennent une version plus sévère, tolérance temporaire, mais repentir obligatoire. Aujourd'hui encore, les historiens débattent pour savoir quelle doctrine pesait le plus sur les politiques locales. Pendant ce temps, vous vivez entre deux mondes. Vous payez vos taxes, vous respectez les zones assignées, vous portez le voile jaune qui vous distingue, mais dans les sermons, on continue de vous pointer du doigt. Le dimanche, pendant que vous traversez la place pour acheter un morceau de pain, vous sentez les regards des fidèles se poser sur vous, lourds de jugement. Certains font un signe de croix en vous croisant. D'autres détournent les yeux. Et parfois, les mêmes que vous croisez à la messe viennent frapper discrètement à votre porte le soir. C'est cette hypocrisie permanente qui fatigue le plus. Imaginez, les autorités municipales vous surveillent, mais elles utilisent votre argent pour financer les processions religieuses. Les prêtres vous condamnent depuis la chaire, mais certains sont des clients réguliers. Une chronique de Cologne raconte même l'histoire d'un chanoine surpris dans un bordel en pleine semaine sainte. Le scandale a failli renverser l'évêque, mais l'affaire fut vite étouffée. Ce genre d'histoire circule partout, murmurée à voix basse dans les ruelles. Et puis, il y a les refuges religieux pour prostituées repenties. Ces institutions, en apparence charitables, se multiplient à partir du XIIIe siècle. Les portes s'ouvrent à celles qui souhaitent de quitter la vie de péché et se consacrer à Dieu. Mais les témoignages divergent. Certains décrivent des lieux d'accueil sincèrement protecteurs, où les femmes recevaient nourriture, éducation et parfois une dot pour se marier. D'autres sources, plus sombres, parlent de véritables prisons déguisées. Les femmes y étaient contraintes à des travaux épuisants, privées de liberté jusqu'à ce qu'elles rachètent leurs fautes. La vérité, comme souvent, se situe probablement entre les deux. Les registres ecclésiastiques révèlent une autre curiosité. Dans certaines villes, les bordels étaient fermés pendant les grandes fêtes religieuses, mais rouvraient aussitôt la messe terminée. On organisait même parfois des bénédictions pour protéger les maisons tolérées contre les maladies. Oui, vous avez bien entendu, un prêtre venait bénir les chambres pour éloigner les démons et, surtout, les infections. Ce qui est certain, c'est que l'Église entretenait un rapport ambigu avec vous. Vous étiez à la fois un symbole du péché et une source de revenus indispensable. Cette tension permanente façonnait votre quotidien. La crainte du jugement éternel, les sermons culpabilisants,
les taxes religieuses, mais aussi les rares promesses de pardon. Une existence entre deux flammes, l'une terrestre, l'autre divine. Vous levez les yeux vers les clochers qui dominent la ville. Les cloches sonnent l'Angélus, couvrant un instant les rires gras qui s'échappent des tavernes voisines, et vous réalisez à quel point ces deux univers s'entremêlent sans jamais se rejoindre vraiment. Entre les prières et les secrets, entre les processions solennelles et les couloirs étroits des maisons closes, tout n'est qu'un fragile équilibre, où vous n'avez jamais vraiment votre place. L'air est plus lourd ce soir, saturé d'humidité, et votre foulard colle à votre nuque. Vous sentez déjà que quelque chose cloche dans cette ville. Des rumeurs circulent sur une nouvelle fièvre qui touche les quais, sur des rougeurs étranges, des plaies, des toux persistantes. Mais si vous êtes prostitué dans l'Europe médiévale, vous savez qu'il ne sert à rien d'attendre qu'un médecin vienne frapper à votre porte. La médecine officielle n'est pas vraiment pour vous. Alors, vous apprenez vite à bricoler vos propres protections entre recettes étranges, amulettes douteuses et potions qui sentent fort le désespoir. La médecine médiévale, disons-le, a ses charmes, très relatifs. Le corps est encore un mystère, et tout repose sur la fameuse théorie des humeurs. Sang, bile noire, bile jaune et flegme doivent être parfaitement équilibrés pour que vous restiez en bonne santé. Spoiler, ça n'arrive jamais. Quand une prostituée tombe malade, les médecins expliquent que ses humeurs sont corrompues par les excès. Leur remède? Des saignées, évidemment. Toujours des saignées. On ouvre une veine pour libérer les mauvaises humeurs, sauf que, la plupart du temps, vous ressortez encore plus faible qu'avant. Et puis, il y a les décoctions. Les registres médicaux du 14e siècle regorgent de recettes plus inquiétantes les unes que les autres. On vous prescrit des infusions à base de racines de mandragore, réputées aphrodisiaques, mais aussi hallucinogènes. Ou bien des poudres contenant du mercure qu'il faut frotter sur la peau pour éloigner les maladies de l'amour. Oui, vous avez bien lu. On s'enduisait volontairement de métal toxique. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces pratiques faisaient de plus de mal que de bien. Mais vu la durée de vie moyenne des patientes, on a un indice. Dans certaines maisons closes, les tenancières se transforment en apprentis chimistes. Elles testent des mixtures censées prévenir les infections. Vinaigre bouilli avec du romarin, décoction de sauge ou même vin chaud mélangé à de la poudre de perles écrasées. Le problème, c'est que rien n'est standardisé et les doses varient d'une ville à l'autre. Une anecdote célèbre raconte qu'à Bruges, une maison entière a dû fermer parce que les filles utilisaient une pommade protectrice à base d'arsenic. Résultat, protection zéro, intoxication 100%. Mais la médecine, c'est aussi la superstition. Vous accrochez peut-être un petit sachet autour de votre cou. Dedans, on met des poils de loup, des fragments d'os de poulet, parfois même un peu de sang séché. C'est censé éloigner les esprits malins responsables des maladies. Dans certaines régions, on vous conseille de réciter un psaume précis pendant le coucher du soleil ou de placer des herbes sous votre oreiller pour purifier les fluides. Vous vous sentez sceptique? Rassurez-vous, beaucoup l'étaient déjà à l'époque. Mais quand votre vie dépend de la chance, vous essayez tout. Et puis, il y a les inspections médicales. Oui, car dans les grandes villes, les prostituées officielles doivent se présenter régulièrement à des visites sanitaires obligatoires. À Paris, on a des preuves que des maîtres barbiers inspectaient les filles tous les 15 jours pour détecter les maladies contagieuses. On vous examine, on vous interroge, et parfois on vous interdit de travailler jusqu'à guérison complète, sans compensation évidemment. Une exclusion économique qui pousse certaines à continuer clandestinement, malgré les risques. Les maladies les plus redoutées ne sont pas encore la syphilis, qui ne frappera vraiment l'Europe qu'à la fin du 15e siècle, mais plutôt la gonorrhée, les chancres et toutes sortes d'infections qu'on appelle vaguement mal de laine. Le vocabulaire médical de l'époque est aussi précis qu'un horoscope.
Si ça brûle, on parle de feu sacré. Si ça gratte, c'est l'ardeur de Vénus. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Et puis, il y a les charlatans, toujours à l'affût. Vous les croisez sur les marchés. Ils agitent des fioles en promettant l'élixir d'amour sans risque, jurent avoir trouvé un onguent béni par 3 moines et approuvé par la Vierge elle-même. Bien sûr, ces remèdes coûtent cher et leur efficacité, disons qu'elle reste hypothétique. Certains marchands sans scrupules profitaient même des périodes d'épidémie pour doubler leur prix. Certains pensent que les bains fréquents, prescrits dans certaines villes, limitèrent les risques. D'autres rappellent que l'eau, souvent contaminée, faisait parfois plus de mal que de bien. Ce qui est certain, c'est que la peur des maladies façonnait le quotidien. Vous vérifiez les moindres signes sur votre peau. Vous écoutez les rumeurs qui courent sur les quais et vous changez vos pratiques au gré des nouvelles croyances. Et quand tout cela échoue, il reste la prière. Vous allumez un cierge à Sainte-Marie-Madeleine, la patronne des femmes déchues, et vous espérez que, cette fois, la protection viendra d'en haut. Mais au fond, vous savez que dans ce monde, votre santé dépend autant de la chance que des potions. Les bougies se consument lentement, laissant couler une cire tiède sur la table. Vous vous allongez sur votre paillasse, le sachet d'herbe contre votre cœur, et vous fermez les yeux. Demain, il faudra recommencer. Boire le vinaigre, réciter les psaumes, sourire aux clients et éviter les inspecteurs. Et espérer, encore, que le prochain remède ne vous tue pas avant la maladie. Vous ouvrez les yeux ce matin-là, et tout est étrangement silencieux. Pas de cloche, pas de cris de marchands, pas de sabots qui claquent sur les pavés. Dans l'air flotte cette odeur âcre que vous ne connaissez que trop bien, celle des bûchers qu'on allume au carrefour pour purifier l'air. La peste est là. Dans l'Europe médiévale, quand la maladie frappe, la ville entière se fige. Et si votre existence était déjà précaire, être prostitué en temps d'épidémie, c'est presque comme porter une cible sur le front. Du jour au lendemain, vos clients disparaissent, les maisons closes ferment leurs portes et les autorités se mettent à vous accuser, oui, vous, d'attirer la colère divine. Les rumeurs vont vite. Les prostituées seraient des foyers d'impureté, des vecteurs du fléau. À Paris, les registres municipaux du XIVe siècle rapportent qu'on interdit brutalement l'activité dans plusieurs quartiers. À Florence, des bordels entiers sont brûlés pour purifier la ville. Mais paradoxalement, d'autres cités, comme Bruges ou Hambourg, tolèrent les maisons closes, persuadées qu'elles jouent un rôle nécessaire pour canaliser les pulsions des hommes, même en pleine peste noire. Les journées deviennent interminables. Les rues se vident, sauf pour les convois funéraires qui passent, lourds de corps, enveloppés à la hâte. Le silence est seulement brisé par les cloches des églises, sonnant presque sans arrêt pour annoncer les morts. On vous conseille de porter des amulettes, de brûler des herbes, d'éviter certains quartiers. Mais la peur, elle, ne se contrôle pas. Chaque toux, chaque fièvre suspecte devient une condamnation potentielle. Dans certaines villes, on organise des quarantaines strictes. Les maisons closes officielles sont placées sous surveillance, portes clouées, fenêtres scellées, gardes postés dans la rue. Les filles sont enfermées, sans revenus, sans clients, mais aussi sans possibilité de sortir chercher à manger. Beaucoup meurent de faim avant même d'être touchés par la maladie. Une anecdote circule encore dans les chroniques d'Avignon. Une tenancière, persuadée que l'air extérieur était infecté, a barricadé sa maison avec 6 filles à l'intérieur. Elles ont survécu 3 semaines en mangeant les réserves de vin et de pain, avant d'être découvertes par les autorités qui les ont expulsées du quartier pour éviter la contagion. Personne ne sait ce qu'elles sont devenues, mais la peste, ce n'est pas seulement la peur de mourir, c'est aussi l'effondrement de vos rares protections sociales. Les inspecteurs de santé, qui vous imposaient autrefois des visites médicales, disparaissent avec les premiers signes de fièvre. Les clients riches fuient à la campagne. Les maisons closes, pourtant réglementées, deviennent des coquilles vides.
et les prostituées indépendantes, elles, n'ont plus qu'une option: mendier. Dans les registres de Bruges, on trouve des traces de dizaines de femmes, de vie dissolue, qui se retrouvent soudainement recensées comme mendiantes officielles de la ville. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les accusations se multiplient. Dans plusieurs régions, les prostituées sont accusées de propager la peste par punition divine. Certaines sont chassées, d'autres rasées et marquées au fer rouge. Mais là encore, les historiens ne sont pas d'accord. Était-ce un phénomène généralisé ou limité à quelques villes? Les sources divergent, parfois même contradictoires. Pour survivre, vous adoptez des stratégies improvisées. Vous portez des sachets d'herbe sous votre foulard, vous vous lavez les mains avec du vinaigre, vous essayez de fuir les quartiers les plus touchés, sauf que les routes sont bloquées. Dans certaines villes comme Milan, on interdit purement et simplement aux prostituées de franchir les murailles, même si elles veulent partir. Comme si votre statut vous condamnait à rester là, au cœur du danger. Mais le plus étrange, c'est ce vide dans la nuit. Avant, les rires gras des tavernes, les cris des bateliers, les pas pressés des clients dans les ruelles animaient la ville. Maintenant, on entend seulement le vent. Un vent froid, chargé de cendres. Les enseignes peintes des maisons closes pendent, inutiles, au-dessus de portes scellées. Les rues où l'on marchandait encore hier sont désormais hantées par des chats faméliques. Pourtant, même dans ce chaos, certains essaient de tirer profit de la situation. Les charlatans reviennent avec leur fiole miracle. Élixir béni par les anges, poudre qui éloigne la peste, ou onguent garanti contre les miasmes. On vend des masques en cuir remplis d'herbes aromatiques qu'on croit capables de filtrer l'air empoisonné. Les prostituées, déjà ruinées, se ruinent encore plus pour ces protections illusoires. Une chronique de Lübeck raconte même qu'une maison close avait acheté un tonneau entier de vinaigre pour se baigner dedans chaque jour, inutilement évidemment. Mais il y a aussi, dans ces temps sombres, des lueurs d'humanité. Certains médecins bénévoles viennent inspecter les filles gratuitement. Des sœurs hospitalières ouvrent leurs portes aux prostituées malades, malgré les interdits. Et, dans les rares témoignages de survivantes, on devine un sentiment étrange. La peste, pour effrayante qu'elle soit, bouleverse l'ordre établi. Les registres brûlent, les dettes disparaissent, les jugements s'effacent un temps. Pour certaines, ce chaos représente la seule chance de recommencer ailleurs, sous un autre nom. La nuit retombe et vous marchez dans ces ruelles fantômes, foulard sur le visage, en écoutant le silence inhabituel. Vous le savez, si la peste ne vous emporte pas, tout le reste pourrait bien le faire. Et dans cet entre-deux fragile, chaque respiration compte. La peste s'éloigne enfin, mais elle laisse derrière elle des rues plus calmes, des visages marqués et une ville transformée. Les rires reviennent doucement dans les tavernes, les cloches sonnent à nouveau les mariages et les marchés reprennent vie. Mais pour vous, prostitués dans l'Europe médiévale, la tranquillité est un luxe inaccessible. La peste a vidé les bourses, mais pas les désirs, et les histoires d'amour interdites ou de passion tragique recommencent à tisser leur toile dans les ruelles étroites. Parce que oui, malgré les sermons et les règlements, il arrive que les cœurs s'en mêlent. Et vous, au milieu des transactions froides et des sourires fins, vous voyez passer ces drames de près. Vous entendez les confidences chuchotées dans la chaleur moite des chambres, l'étudiant pauvre qui promet de vous épouser quand il aura son diplôme, le soldat de passage qui jure qu'il reviendra vous chercher après la campagne. Et puis, il y a les marchands mariés, riches et arrogants, persuadés que leurs secrets sont bien gardés. Spoiler, ils ne le sont jamais. Prenez cette histoire racontée dans les chroniques de Bruges. Un drapier influent, père de famille exemplaire en apparence, entretenait en secret l'une des filles d'une maison close célèbre. Pendant 3 ans, il lui envoyait des cadeaux discrets, rubans de soie, bagues en argent, parfois même des lettres parfumées. Jusqu'au jour où son épouse découvre l'affaire
et alerte le conseil municipal. Résultat, le marchand est banni 3 mois, la fille est rasée et promenée à travers la ville, fichée dans les registres comme corruptrice de foyer. Les historiens se disputent encore pour savoir si ce genre de scandale était courant ou si celui-ci fit tant de bruit uniquement parce qu'il touchait une famille influente. Les drames, parfois, finissent plus violemment. À Paris, au XVe siècle, on raconte l'histoire d'un chevalier pris d'une jalousie incontrôlable. Il surprend sa maîtresse, une prostituée indépendante, avec un client rival. Dans un accès de rage, il met le feu à sa maison. L'incendie dévore toute la ruelle, et 10 personnes meurent, dont le chevalier lui-même. Ce fait divers est consigné dans les archives de la prévôté, et il est encore cité aujourd'hui comme un exemple du désordre moral attribué au quartier chaud. Mais ce ne sont pas que des passions tragiques. Il y a aussi des alliances secrètes, parfois improbables, entre les prostituées et certains clients puissants. Une tenancière de Lyon, par exemple, aurait fourni des informations politiques à un évêque, glanées au détour des confidences de notables après quelques verres de vin. Les bordels deviennent alors des lieux d'espionnage involontaire, où les murs ont littéralement des oreilles. Et vous, simple spectatrice, vous réalisez que dans ces chambres étroites se décident parfois des destins bien plus grands que les vôtres. Certains les décrivent comme anecdotiques, des exceptions dans un monde dominé par la survie économique. D'autres insistent, les bordels, maisons closes ou clandestins, étaient des carrefours sociaux où se croisaient toutes les classes, du paysan à l'évêque, du soldat à l'étudiant. Dans un monde où les castes semblaient immuables, ces lieux représentaient des bulles inattendues d'égalité, temporaires et fragiles, certes, mais bien réelles. Mais attention, tomber amoureuse, dans ce métier, c'est souvent une condamnation déguisée. Beaucoup de filles qui s'attachent à un client régulier finissent abandonnées, ruinées ou rejetées par leur père. Dans les registres de Londres, on trouve le cas poignant d'une jeune prostituée qui, persuadée que son amant marchand allait l'épouser, avait quitté sa maison close pour s'installer chez lui. Quelques mois plus tard, il l'expulse, et la ville la condamne à une amende pour activités illégales dans un quartier non autorisé. Double peine, le cœur brisé et les poches vides. Parfois, ce sont les clients eux-mêmes qui s'attachent un peu trop. Une anecdote célèbre venue de Florence raconte l'histoire d'un étudiant qui, ruiné par son amour obsessionnel pour une courtisane, vend littéralement ses livres pour continuer à la fréquenter. Quand ses parents découvrent la vérité, ils l'envoient au monastère, pendant que la courtisane, elle, épouse un riche banquier. Ironie cruelle des destins. Et puis, il y a ces drames silencieux, moins spectaculaires, mais tout aussi dévastateurs. Les filles se jalousent entre elles, se disputent les clients les plus généreux, ou s'accusent mutuellement de vol. Dans certaines maisons, des règlements internes imposent des amendes pour chaque querelle publique. Mais les tensions restent vives. La solidarité entre prostituées, vantée dans certains récits romantiques, est souvent un mythe. Quand votre survie dépend de quelques pièces, chaque sourire peut cacher un couteau. Malgré tout, l'amour, même improbable, continue de se frayer un chemin dans les interstices de cette vie. Vous vous surprenez parfois à rêver. Et si un client fidèle vous emmenait loin d'ici, si une nouvelle ville offrait une chance d'échapper au registre, au foulard jaune, au regard lourd de jugement, ces rêves, rares et fragiles, vous aident à tenir. Même quand, au fond, vous savez que la réalité ne pardonne pas souvent. Et pendant que vous marchez dans les ruelles au crépuscule, vous entendez des chuchotements derrière les volets, des rires étouffés, des promesses murmurées dans l'ombre. Les drames se nouent et se dénouent, invisibles pour ceux qui prient dans les cathédrales toutes proches. Ici, dans ce monde parallèle, les passions sont un luxe dangereux, mais irrésistible. Le lendemain matin, vous vous réveillez au son des cloches. Pas celle des vêpres ou des matines. Non, celle qui annonce une exécution, une punition publique, un spectacle de honte savamment orchestré. Dans l'Europe médiévale, la justice aime qu'on voie,
qu'on entende, qu'on retienne. Et si vous êtes prostituée, il suffit parfois d'un mauvais pas, un quartier interdit, un client influent, une querelle trop voyante, pour devenir le centre de l'attention. Vous vous approchez de la place principale. La foule se presse déjà, impatiente. On sent l'odeur des corps serrés, du cuir des ceinturons des sergents, du fer des chaînes qui claquent. Une estrade en bois a été montée au milieu. Aujourd'hui, 2 femmes vont subir la peine d'infamie. Leurs têtes seront rasées et elles défileront à travers la ville avec une bannière portant ces mots. Femmes déchues. Ce n'est pas sanglant, mais c'est efficace. Marquer les esprits, graver la honte dans la mémoire collective. Le contraste est frappant. Dans certaines cités, comme Bruges ou Florence, les prostituées sont tolérées, presque intégrées à la logique économique de la ville. Dans d'autres, comme Genève ou York, elles sont régulièrement utilisées comme boucs émissaires des maux sociaux. La peste, la débauche, l'appauvrissement des guildes, tout est bon pour pointer du doigt celles qui corrompent les foyers. Les punitions varient, parfois absurdes. À Francfort, on vous oblige à porter un collier de fer lourd et à balayer la place publique sous les huées. À Londres, certaines femmes sont enfermées pendant 2 jours dans la cage au putain, une sorte de cabane de bois placée bien en vue sur le marché, sous les rires gras des passants. À Avignon, on préfère les marques physiques. On vous rase la tête et on vous peint un trait rouge sur le front pour signaler votre faute. Et le pire, ces sanctions ne protègent même pas votre anonymat. Tout le monde vous reconnaît, vous évite et votre nom reste gravé dans les registres pour les générations futures. Vous vous souvenez peut-être de Jeanne, une fille du quartier des Cordeliers. Elle avait été surprise dans un quartier réservé aux épouses, avec un notaire marié. Verdict, bannissement 3 mois hors des murs et obligation de faire le tour de la ville pieds nus, tenant une bougie allumée. Ce genre de punition est souvent plus théâtral que réellement violent, mais l'effet psychologique est puissant. Votre réputation est détruite à jamais. Vous pouvez changer de rue, de nom, même de ville. Les rumeurs, elles, vous précèdent toujours. Le plus hypocrite, c'est que ces humiliations servent souvent des intérêts politiques. Quand les tensions montent dans une cité, crise économique, guerre, famine, il faut bien désigner des coupables visibles. Et quoi de plus pratique que des femmes marginalisées, déjà stigmatisées, déjà surveillées? Les autorités donnent un exemple édifiant et se félicitent ensuite d'avoir rétabli la moralité publique. Mais tout n'est pas si simple. Dans certaines villes comme Bologne ou Barcelone, les prostituées s'organisent et ripostent. Oui, vous avez bien entendu, il existe des témoignages d'associations informelles, presque des guildes de prostituées, qui négocient collectivement avec les autorités. Elles fixent leurs propres règles, imposent des tarifs communs et se soutiennent mutuellement pour éviter les abus des clients ou des tenancières trop cupides. Ces initiatives sont rares, mais elles prouvent que les femmes n'étaient pas toujours passives face au système. Pourtant, la menace reste constante. Les rues bruissent de rumeurs. On dit qu'une nouvelle ordonnance va interdire les bordels dans tout le quartier. On chuchote que les évêques veulent imposer des bannières infamantes sur les portes des maisons closes. On raconte même qu'à Florence, un procès retentissant a forcé une tenancière à payer une dot complète pour marier sa propre fille, comme rachat symbolique des péchés de sa mère. Ces histoires circulent, amplifiées, distordues, comme pour rappeler à chacune que la prochaine sur l'estrade pourrait être vous. Vous marchez lentement dans la foule qui se disperse après le défilé. Les visages sont graves, mais pas tous pour les mêmes raisons. Certains se frottent les mains, satisfaits que justice ait été rendue. D'autres murmurent, déjà avides du prochain scandale. Et vous sentez ce poids familier au creux de la poitrine, l'impression d'être toujours en équilibre sur une corde raide entre tolérance et condamnation. Le vent se lève, soulevant la poussière de la place et emportant avec lui les rires des badauds. La ville reprend son rythme comme si rien ne s'était passé. Mais pour celles qui ont été humiliées aujourd'hui, plus rien ne sera jamais pareil.
Dans ce monde, la honte est une condamnation plus durable que la prison. Le soir tombe sur la ville et vous sentez l'air devenir plus frais. Le bruit des marchés s'estompe, les portes se ferment une à une et les ombres s'allongent dans les ruelles pavées. Assise sur une marche usée, vous réfléchissez. Est-ce qu'il existe un moyen de s'en sortir? Est-ce qu'une prostituée, dans l'Europe médiévale, peut vraiment quitter la profession? La réponse officielle est oui. Mais dans la réalité, c'est un labyrinthe. La société vous tolère à peine et vous marque durablement. Vos noms, prénoms et quartiers sont inscrits dans les registres municipaux, parfois à l'encre rouge, histoire de ne pas vous rater. Autant dire que changer de vie n'est pas une simple question de volonté. C'est une lutte constante contre les papiers, les rumeurs et le regard des autres. Pourtant, certaines tentes et les stratégies sont aussi variées qu'improbables. Le mariage, en théorie, est la porte de sortie la plus simple. Si un homme accepte de vous épouser, votre nom peut être rayé des registres municipaux et vous pouvez vous installer dans un quartier respectable. Mais dans les faits, c'est un pari risqué. Très peu d'hommes veulent affronter la réputation de leur épouse, sans parler des refus des familles. Les registres de Bruges évoquent des dizaines de demandes annulées parce que les beaux-parents craignaient le déshonneur. Quand le mariage fonctionne, c'est souvent avec des hommes de passage, des soldats, des marins, des pèlerins. Une anecdote tirée des archives de Gênes raconte qu'une prostituée a épousé un marchand vénitien rencontré pendant la foire annuelle. Ils sont partis ensemble, et on n'a jamais su si elle avait trouvé la paix ou si elle était simplement devenue étrangère ailleurs. L'autre échappatoire, c'est la religion. Mais attention, on ne devient pas nonne comme ça. Les couvents acceptent parfois les prostituées repenties, mais il faut généralement payer une dot pour être accueilli. Oui, vous avez bien lu. Même pour vous consacrer à Dieu, il faut d'abord acheter votre pardon. Certaines municipalités, conscientes du problème, créent des fonds d'assistance pour aider les femmes à racheter leur âme. Mais ces fonds sont souvent insuffisants ou détournés. Il existe des témoignages contradictoires sur ces refuges. Dans certains couvents, les prostituées repenties reçoivent un enseignement religieux, apprennent la lecture, la couture et vivent dans un environnement plus sûr. Mais ailleurs, ces institutions ressemblent à de véritables prisons. Une chronique de Cologne décrit des femmes enfermées contre leur gré, contraintes à des travaux harassants jusqu'à remboursement complet de leur dette morale. Certaines choisissent une voie plus radicale. Disparaître, quitter la ville, changer de nom, se refaire une vie dans une autre cité où personne ne connaît votre histoire. En théorie, c'est possible. En pratique, les chances de réussite sont faibles. Les registres de migration montrent que beaucoup de femmes disparues réapparaissent quelques années plus tard, dans un autre quartier, dans une autre maison close. Comme si le stigmate vous suivait toujours, peu importe la distance. Et même si vous arrivez à repartir de zéro, il reste le problème des papiers. Les autorités adorent les registres. Mariage, décès, impôts, tout est noté. Une femme sans passé officiel devient suspecte par défaut. Alors, pour se protéger, certaines se font passer pour veuves. C'est plus crédible et moins risqué, mais cela suppose de connaître les bonnes histoires, les bonnes dates et d'avoir un aplomb à toute épreuve. Dans certaines villes, une prostituée pouvait racheter son droit à une vie ordinaire en versant une somme fixée par les autorités. Cette somme, bien sûr, est souvent astronomique. Un exemple, à Barcelone, au XVe siècle, les archives révèlent que la dot nécessaire pour quitter les registres équivalait à 6 années complètes de revenus. Résultat, seules quelques femmes, souvent soutenues par un client riche, parviennent à payer. Une anecdote tirée des registres de Londres illustre bien la situation. Une femme surnommée Margerie la Rouge a économisé sou par sou pendant 12 ans, jusqu'à racheter son nom. La note au bas du parchemin précise qu'elle s'est ensuite mariée avec un boulanger.
et qu'elle est morte quelques années plus tard dans une rue sans enseigne. Femme respectable et honorée. Des histoires comme celle-ci sont rares, mais elles existaient, comme des petites étoiles dans un ciel brumeux. Mais la vérité, c'est que pour la plupart, il n'y a pas d'échappatoire. Même celles qui réussissent à partir gardent les traces, le foulard jaune qu'elles portaient, la rue où elles vivaient, les murmures derrière leur dos, tout cela reste gravé dans les mémoires. Une fois votre nom consigné dans les registres, il voyage plus vite que vous. Et puis, il y a la peur de recommencer ailleurs, de retomber dans les mêmes pièges, de croiser à nouveau les mêmes types de clients, les mêmes jugements. Beaucoup finissent par abandonner l'idée d'une autre vie. Pas par résignation, mais parce que l'énergie nécessaire pour lutter contre le système dépasse les forces d'une seule femme. Vous marchez lentement le long des quais, les lanternes se reflétant dans l'eau sombre. Des bateaux accostent, des marins crient en langues étrangères, et vous sentez une brise fraîche sur votre visage. Peut-être qu'un jour, vous prendrez ce bateau. Peut-être qu'un jour, vous changerez de nom, de ville, d'histoire. Ou peut-être pas. Parce que dans cette Europe médiévale, quitter la profession n'est pas seulement une question de volonté. C'est une bataille contre un monde qui a déjà décidé de votre place. La ville semble différente aujourd'hui. Le vent charrie une odeur d'orage, les cloches sonnent plus lentement, et les murmures des ruelles portent une inquiétude nouvelle. Vous le sentez, quelque chose change. Dans l'Europe médiévale, rien n'est jamais stable bien longtemps, et votre monde, celui des maisons closes, des foulards jaunes et des registres municipaux, s'apprête à vaciller. Nous sommes au tournant des XVe et XVIe siècles et l'histoire s'emballe. Les guerres de religion éclatent, les réformes morales secouent les villes, et soudain, les tolérances d'hier deviennent des péchés intolérables. Les sermons se font plus sévères, les édits royaux plus tranchants. Les bordels qui prospéraient depuis des siècles ferment les uns après les autres. Dans certaines cités, comme Genève ou Zurich, on ordonne la disparition totale des maisons closes. Les prostituées sont chassées hors des murs, parfois à coups de fouet, parfois simplement oubliées sur les routes. Mais ailleurs, les choses sont plus ambiguës. Dans des villes comme Paris ou Venise, on ferme d'une main tout en rouvrant de l'autre. Les bordels officiels disparaissent sur le papier, mais la pratique se déplace vers la clandestinité. Les lanternes rouges ne brillent plus à l'entrée des maisons closes, mais les signes codés restent. Les femmes continuent, avec plus de prudence, plus de danger aussi. Les archives montrent une explosion des arrestations pour débauche illégale dans les décennies qui suivent les premières réformes. L'activité ne disparaît pas, elle se cache. Dans ce monde nouveau, votre existence devient encore plus fragile. Avant, la ville vous taxait, vous surveillait, mais vous tolérait. Désormais, vous êtes hors la loi. Les autorités n'ont plus besoin de vous protéger, ni même de faire semblant. Si vous êtes arrêté, vous pouvez être banni sans procès. Dans certaines régions, comme la Flandre ou la Savoie, on marque les femmes au fer rouge pour les empêcher de revenir sous une nouvelle identité. Et l'Église, dans tout ça? Elle durcit son discours, évidemment. Le Concile de Trente, 1545 à 1563, marque une rupture nette. Le temps des accommodements hypocrites est terminé. Les maisons closes, autrefois bénies en douce, deviennent des lieux à abattre. Les couvents pour femmes repenties se multiplient, mais ils ressemblent de plus en plus à des institutions fermées. Certaines archives racontent des histoires glaçantes, des femmes internées contre leur gré, contraintes à des travaux forcés pour leur salut. On ne vous punit plus seulement pour vos actes, on vous efface. Et pourtant, malgré ces tentatives de moralisation, la réalité résiste. Dans les ports animés comme Anvers ou Marseille, dans les villes marchandes comme Venise, dans les foires de Champagne, la demande ne disparaît pas. Les registres des tribunaux prouvent que les prostituées continuent de circuler, souvent sous de faux noms,
parfois déguisée en servante, parfois protégée par des notables. Ce qui change, ce n'est pas le métier, c'est le risque. Chaque rencontre devient une négociation avec le danger. Les bouleversements politiques n'aident pas. Les guerres laissent derrière elles des armées entières, de soldats démobilisés et de veuves sans ressources. Dans ce chaos, certaines femmes se tournent vers la prostitution pour survivre. Mais les villes, désormais, ne veulent plus les voir. Résultat, des communautés entières de prostituées itinérantes se forment, vivant en marge, chassées de cité en cité. Et c'est là que votre histoire, à vous, rejoint celle des archives. On vous imagine traversant ces époques troublées, changeant de nom, de ville, peut-être même de pays. Peut-être que vous tentez la fuite, peut-être que vous rejoignez un couvent, peut-être que vous trouvez un homme prêt à vous épouser malgré tout, ou peut-être que vous continuez, discrètement, à la lisière des regards. Personne ne le sait vraiment, parce que les archives deviennent silencieuses à votre sujet. Vous disparaissez de l'histoire officielle, comme tant d'autres. Mais votre existence, elle, laisse des traces invisibles. Dans les registres jaunis des conseils municipaux, dans les lettres parfumées oubliées dans les coffres, dans les petites notes griffonnées au dos des sermons. Vous n'avez pas de statue, pas de fresque, pas de chanson. Pourtant, votre vie raconte quelque chose d'essentiel, l'équilibre fragile entre le péché et la morale, entre l'hypocrisie et la survie, entre l'invisibilité et la mémoire. La ville, ce soir, s'endort sous la pluie. Les pavés brillent sous les lanternes. Le vent soulève les odeurs de cire et de fumée. Les voix se taisent peu à peu, ne laissant que le murmure des gouttes. Vous vous allongez sur votre paillasse, le souffle lent, les yeux clos. Et dans ce silence, un apaisement étrange vous gagne. L'histoire vous oubliera peut-être, mais pour l'instant, vous êtes encore là. Et voilà, le récit se termine doucement, comme une bougie qui s'éteint. Respirez un instant. Tout ce chaos, ces ruelles sombres, ces cloches, ces murmures, tout s'efface peu à peu dans la nuit. Le vent calme les pierres, la pluie lave les souvenirs. Votre esprit flotte, porté par l'idée que ces destins oubliés sont désormais paisibles, loin des jugements, loin des registres. Relâchez les épaules, laissez la respiration ralentir, imaginez que vous vous endormez, là, dans cette ville médiévale qui se repose enfin, bercée par les cloches lointaines et la pluie légère. Fermez les yeux. Le passé ne peut plus vous atteindre. Faites de beaux rêves.